Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'illusion scolastique. Donc, pour Pierre Bourdieu, l'illusion scolastique ou le biais intellectualiste est une erreur que font quasiment tous les intellectuels, tous les professeurs, tous les enseignants, les artistes. En fait, c'est l'erreur qui consiste à croire à tort que tout le monde est intellectuel, que tout le monde a le temps et l'envie d'étudier, de se cultiver, de se faire une opinion sur tout et n'importe quoi. C'est cela l'erreur intellectualiste ou l'erreur ou l'illusion scolastique. Donc les intellectuels projettent sur le reste de la population leur propre habitus de bourgeois cultivés, leur façon de voir le monde, leurs idées, leurs valeurs, leurs principes, et surtout l'illusion scolastique ou le biais intellectualiste, c'est le fait que les intellectuels oublient les conditions économiques et sociales du rapport intellectuel au monde, car il n'est pas intellectuel qui veut, malheureusement. Mais d'abord, que veut dire le mot scolastique? Scolastique, cela signifie scolaire, ça signifie école. Scolastique, c'est tout ce qui touche au scolaire et à l'école. Les intellectuels sont les produits de l'école, ce sont des produits scolastiques. Le mot scolaire ou école vient du grec skolé, qui signifie temps libre. Temps libre consacré à l'étude, à la culture, au savoir. C'est le temps libre où on ne travaille pas, mais on étudie. C'est le temps libre loin de l'exploitation économique, mais consacré à la culture et au savoir. Donc quand on a la scolée, quand on a le temps libre pour étudier, le temps libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de travailler, on a du temps libre pour aller à l'école, faire de longues études, etc. La scolastique signifie aussi philosophie du Moyen Âge. C'est la philosophie scolaire du Moyen Âge, philosophie qui passe pour être une philosophie abstraite, abstruse, métaphysique, qui n'a rien à voir avec les vérités analytiques ou a priori des mathématiques, et qui n'a rien à voir non plus avec les vérités expérimentales et empiriques des sciences de la nature. C'est du moins ce qu'en pense David Hume. Pour lui, il faut jeter au feu tous ces livres abstrus qui ne sont pas rationnels au sens mathématique ou qui ne sont pas empiriques au sens des sciences de la nature. Bourdieu utilise plusieurs expressions pour désigner l'illusion scolastique ou le biais intellectualiste. Il parle de biais, d'erreur théoriciste, de paralogisme scolastique ou de scholastic fallacy, cette dernière expression venant d'un philosophe anglo-saxon, Austin, qui a écrit des choses très intéressantes sur le langage performatif. Donc ainsi, les sociologues, les enseignants, les intellectuels, les anthropologues, etc., sont tous victimes, peuvent tous être victimes d'illusions scolastiques. Tous ces gens, et les intellectuels en général, donc, ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de capital économique, ils n'ont pas besoin de travailler, ils ne sont pas obligés d'être exploités pour gagner leur vie, ils sont autonomes financièrement, ils sont indépendants financièrement, ils ne sont pas soumis aux nécessités matérielles, ils ont tout le temps, toute la scolée, tout le loisir nécessaire pour étudier, comprendre le monde, se poser des questions. De plus, ils sont d'origine bourgeoise, ils ont des parents riches en capital économique et riches en capital culturel, ils ont des parents riches et diplômés, donc qui leur ont transmis énormément de savoir, de connaissances, de culture, ce qui fait qu'ils ont des diplômes plutôt rares. Ces intellectuels, ils sont tous les produits scolaires, les produits des grandes écoles bourgeoises. Les intellectuels vivent donc en sécurité, loin des nécessités matérielles. Ils ont un rapport détaché au monde. Ils ont un rapport détaché au monde, pourquoi? Parce qu'ils ne risquent rien, ils ne risquent pas de mourir de faim ou d'être licenciés. Les gens ordinaires vivent dans l'insécurité financière, ils ont peur de mourir de faim, ils ont peur d'être licenciés, ils ont peur de ne pas pouvoir payer les factures, comme on dit. Ils n'ont pas le temps, le loisir, la scolée, pour se poser des questions métaphysiques sur le monde. Ils sont toujours dans l'urgence de l'action, l'urgence pratique de tous les jours, l'urgence du travail, l'urgence des factures, l'urgence donc de tous les jours. Ils ont des préoccupations pratiques et non théoriques. Bourdieu prend parfois l'exemple du mariage, analysé par les anthropologues. Quand les anthropologues vont euh, vers dans des sociétés lointaines pour analyser donc, les coutumes, la culture, les principes, les valeurs des autres cultures. Quand un individu veut marier sa fille, par exemple, il n'a pas le temps de réfléchir de façon théorique, anthropologique sur le mariage. Il n'a pas le temps de comparer le mariage en France avec le mariage au Japon ou en Arabie saoudite. Il n'a pas le temps de se poser des questions
Son problème est pratique, utilitaire d'une certaine manière. Son problème, c'est comment bien marier ma fille avec un homme riche, honnête, beau, intelligent, etc. Mais pour les intellectuels, le monde est un spectacle esthétique à admirer ou un objet d'étude à analyser. Ils analysent les agents sociaux et projettent sur eux euh, leurs propres habitudes intellectuelles, en oubliant que les gens qu'ils étudient, justement, n'ont pas d'argent, n'ont pas eu des parents cultivés pour leur apprendre plein de choses, que les gens ordinaires sont contraints de travailler, ils n'ont pas le temps, le loisir, la scolée pour étudier, ils n'ont pas le temps de lire, de comprendre le monde. Ils n'ont pas la scolée, donc le temps libre des intellectuels bourgeois pour se faire une opinion sur tout. Encore une fois, les intellectuels, les philosophes, les sociologues confondent la logique des choses et les choses de la logique. La logique des choses, c'est la logique du réel, la logique de l'action, la logique pratique des gens ordinaires, la logique de l'urgence de l'action. Et les choses de la logique, c'est tout ce qui est théorique, scientifique, intellectuel. Les intellectuels oublient les conditions sociales de la connaissance. Ils oublient qu'il faut beaucoup de capital économique, beaucoup de capital culturel pour accéder à la connaissance. Et ils projettent leur façon de penser sur des agents, sur les individus qu'ils analysent en faisant des intellectuels, alors que les gens ordinaires sont dans la pratique, dans la réalité de l'action, ils ne sont pas dans la théorie. Donc il y a un oubli et une projection dans le biais intellectualiste. On oublie les conditions sociales de la connaissance et on projette nos raisonnements, notre habitus d'intellectuels sur les autres, alors qu'ils ne vivent pas dans les mêmes conditions sociales qui permettraient d'avoir le loisir, la scolée, le temps libre pour accéder à la connaissance. Je reviens à Austin, qui est donc un philosophe anglo-saxon qui a beaucoup écrit sur le langage et sur le langage performatif, et qui critique l'erreur intellectualiste, notamment l'usage intellectualiste théoriciste du langage, l'usage théorique des mots, en oubliant les usages pratiques et pragmatiques du langage et des mots. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que l'intellectuel dans son bureau, il a le temps de prendre un dictionnaire, d'analyser tous les sens d'un mot, la polysémie du mot, ses synonymes, ses antonymes, la famille de mots à laquelle il appartient, son champ lexical, etc. Mais dans la réalité, dans l'urgence de l'action, dans l'urgence de la discussion, par exemple, nous utilisons les mots pour des raisons pratiques, pour convaincre, pour négocier un contrat ou autre chose, par exemple. Nous utilisons les mots comme des armes pour l'emporter sur l'adversaire, pour changer ses opinions, obtenir de lui une action souhaitée. On n'a pas le temps, on n'a pas la scolée de consulter tous les sens du mot, on n'a pas le temps de consulter le dictionnaire. On est dans l'urgence de l'action, on est dans l'urgence pratique de la discussion, et il faut trouver tout de suite des mots qui servent nos intérêts, des mots utiles, des mots percutants, des mots qui servent à convaincre, à changer l'opinion de l'autre. C'est ça la différence entre l'intellectuel qui a toute la scolée et le temps pour analyser, étudier, et celui qui est dans l'urgence de l'action, qui n'a pas le temps de l'étude, mais qui est contraint de trouver des outils qui servent ses intérêts tout de suite. Bourdieu distingue ainsi la logique théorique des intellectuels et la logique pratique des gens ordinaires, des individus ordinaires, qui n'ont pas le capital culturel nécessaire pour avoir une posture théorique, la posture théorique des intellectuels bourgeois. Les individus ordinaires n'ont pas le temps d'étudier, ils sont soumis aux nécessités matérielles, ils sont contraints de travailler, ils sont contraints de trouver des solutions pratiques dans leurs discussions de tous les jours, dans leurs actions de tous les jours. Donc, les intellectuels, je le répète, ont un habitus bourgeois de la liberté. Ils sont complètement libérés des nécessités matérielles. Les intellectuels ont un habitus bourgeois cultivé. Ils ont accumulé énormément de capital culturel au cours de leur vie familiale et scolaire. Ils ont un rapport détaché au monde, ils n'ont pas besoin de travailler, ils ne sont pas soumis aux urgences de la survie, mais les gens ordinaires n'ont pas le temps, le loisir, la scolée, pour avoir ce point de vue abstrait sur le monde, ce point de vue détaché sur le monde. Les individus ordinaires ont un rapport pratique, sensible, inconscient au monde. Il faut néanmoins souligner une chose, c'est que dans son grand livre Homo Academicus, Bourdieu va analyser les intellectuels. Il va proposer une sociologie des intellectuels, où il démontre beaucoup de choses, et notamment que les intellectuels eux-mêmes, les enseignants, les chercheurs, les professeurs d'université, ont aussi un sens pratique pour s'orienter dans le champ universitaire, dans le champ académique. Ils ont des intérêts, des pulsions. Ils ont un sens pratique pour choisir un directeur de thèse qui soit de son propre bord politique ou issu de la même classe sociale. Ils ont aussi ce sens pratique et ces intérêts qui leur permettent de choisir un sujet de thèse en vogue, etc. Donc le rapport pratique au monde, le rapport inconscient, non théorique au monde, existe chez tout le monde, y compris chez les intellectuels qui prétendent être sans attache et sans racines. Les intellectuels,
comme tout individu, comme tout être humain, ont des intérêts, des pulsions. Comme tout le monde, ils ont des pulsions de pouvoir, des pulsions de domination, ils ont des préjugés, comme tout le monde. Et pour construire une véritable théorie scientifique du monde, il faut se débarrasser du sens commun des intellectuels, de la doxa des intellectuels, selon laquelle justement les intellectuels sont de purs esprits, sans corps, sans intérêt, sans pulsion. Doxa, préjugés selon lesquels les intellectuels sont objectifs et neutres. Finalement, je conclus avec trois choses. Bourdieu distingue trois formes d'erreurs scolastiques, trois formes d'illusions scolastiques relatives au domaine de la connaissance, de la morale et de l'esthétique. Donc relatives à la vérité, au bien et au beau. L'erreur scolastique qu'il appelle l'épistémocentrisme, c'est le fait de prêter généreusement à tous les êtres humains les moyens de raisonner que seuls les intellectuels peuvent posséder du fait des conditions sociales dans lesquelles ils vivent, la scolée, le temps libre pour étudier. On part du principe que tout le monde est intelligent, que tout le monde est rationnel, et on oublie qu'il faut pas mal d'argent, qu'il faut des parents cultivés, qui vous apportent leur savoir pour acquérir cette rationalité qu'on distribue généreusement à tous, sans se soucier d'ailleurs d'universaliser les moyens d'accès à l'universel. Pour être rationnel, il faut accumuler beaucoup de capital culturel. Or, seuls les bourgeois ont les moyens d'accumuler le savoir, le capital culturel et la rationalité. C'est typiquement l'erreur de la théorie du choix rationnel ou de l'individualisme méthodologique selon lequel l'homme est un animal rationnel, un homo economicus, qui calcule les meilleurs moyens pour atteindre ses fins, qui calcule les meilleurs moyens pour maximiser son bonheur ou son utilité, qui passe son temps à faire des calculs coûts-bénéfices. Deuxième forme d'illusion scolastique, c'est le moralisme ou l'universalisme éthique, qui consiste à postuler une nature humaine. On suppose que tout le monde peut agir moralement, alors que quand on vit dans la misère et l'insécurité financière permanente, quand on n'a pas de diplôme valorisé sur le marché du travail, et bien parfois on est réduit à agir de façon immorale. La morale bourgeoise recommande de respecter la propriété privée des riches, mais les bourgeois eux-mêmes ne s'empêchent pas de voler les ressources naturelles, de polluer la nature, d'exploiter des êtres humains, de frauder le fisc, etc. Il faut savoir que pour agir moralement, il faut un minimum de sécurité financière, un minimum de capital économique et de capital culturel. Tout le monde n'a pas les moyens de respecter la morale bourgeoise, qui est un luxe bourgeois que seuls les bourgeois peuvent s'offrir. Dernière erreur scolastique ou illusion scolastique, c'est l'universalisme esthétique ou l'universalisme artistique, qui constitue pour Bourdieu la troisième forme donc d'erreur scolastique, dans la mesure où il ignore les conditions sociales nécessaires au plaisir esthétique. Seuls les enfants de la bourgeoisie ont accès à l'art dès le plus jeune âge. La connaissance artistique, l'amour de l'art ont des conditions sociales. Tout le monde n'a pas les moyens de connaître et d'apprécier les œuvres d'art. Les enfants des classes populaires n'ont pas accès à l'art, n'ont pas de parents cultivés pour leur expliquer, leur donner envie d'aimer l'art. Le plaisir esthétique n'est pas inné, ce n'est pas un don de la nature. Ce plaisir esthétique s'apprend avec les parents dès le plus jeune âge, dans les familles bourgeoises en tout cas. Il faut donc changer le monde en universalisant les moyens d'accès à l'universel, donner à tous les moyens pour d'accéder au savoir, à la vérité, à la beauté et à la moralité.